1806, Napoléon Bonaparte déclare « Tant qu'on n'apprendra pas dès l'enfance s'il faut être républicain ou monarchique, catholique ou irréligieux, l'État ne formera point une nation. Il reposera sur des bases incertaines et vagues. Il sera constamment exposé au désordre et au changement. Mon but principal, dans l'établissement d'un corps enseignant, est d'avoir un moyen de diriger les opinions politiques et morales. » À qui le monde des adultes ne plaisait pas. 1879, Jules Ferry. Quand nous parlons d'une action de l'État dans l'éducation, nous attribuons à l'État le seul rôle qu'il puisse avoir en matière d'enseignement et d'éducation. Il s'en occupe pour maintenir une certaine morale d'État, certaines doctrines d'État qui sont nécessaires à sa conservation. 1898. Elwood Cubberley, doyen de l'école d'enseignement et éducation à l'université de Stanford, déclare « Nos écoles sont, dans un sens, des usines dans lesquelles les matériaux bruts, les enfants, doivent être façonnés en produits. Les caractéristiques de fabrication répondent aux exigences de la civilisation du XXe siècle et il appartient à l'école de produire des élèves selon ses besoins spécifiques. » Nous avons oublié qu'il s'agissait de la vocation initiale des institutions-usines dans lesquelles la plupart d'entre nous avons grandi. Nous parlons de notre expérience personnelle de l'école comme s'il s'agissait d'une composante naturelle, d'un élément naturel et essentiel de l'enfance humaine, et non pas de ce qu'elle est réellement. Une expérience extrêmement récente d'ingénierie sociale menée à grande échelle. Un peuple crédule qui croyait au Père Noël, mais en réalité le Père Noël était le préposé au gaz. Les enfants devaient perdre leur nature sauvage primitive et développer des manières civilisées, telles que la ponctualité, l'obéissance, l'ordre, l'efficacité. Confinement, contrôle, standardisation, évaluation, polissage s'accomplissent aujourd'hui sans même que nous en ayons conscience et sans notre consentement. Ces hommes visionnaires supposaient la nature humaine malléable à l'infini. Les enfants allaient être modelés et façonnés comme n'importe quel autre matériau brut en un produit fini prédéterminé. Et une utopie industrielle en résulterait. Mais c'était sans compter sur la puissance du penchant instinctif des enfants pour la désobéissance. L'esprit sauvage lutte pour se protéger, tel un cheval sous le poids de la selle, avec 1000 stratégies de résistance, de repli, d'inattention, d'oubli. Les enfants n'obéiront pas aux ordres de l'autorité. Ils n'apprendront pas ce que les experts leur demandent. Et pour chaque petite abeille ouvrière assidue que nous créons, il se trouve 10 jeunes qui résistent, aliénés à la fois de la nature et de leurs cœurs enchaînés. Lorsque nous enlevons pour la première fois un enfant du monde pour le placer dans une institution, il pleure. Autrefois, c'était le premier jour de maternelle. Mais c'est désormais plus tôt encore, alors que les enfants n'ont parfois que quelques semaines. L'instituteur articule de douce rassurance. Ne vous inquiétez pas, dès que vous serez parti, elle ira mieux. Cela ne prendra pas plus de quelques jours, elle s'adaptera. Et c'est le cas. Elle s'adapte à un monde intérieur de parpaings et de plastique, de lumière fluorescente et de stores à demi fermés. Certains enfants subissent un deuil plus long, épiant entre les lames des stores le monde extérieur, lumineux et prometteur. Certains résistent plus longtemps, faisant la sourde oreille à l'aimable institutrice, l'envoyant paître quand ils le peuvent, refusant de s'asseoir lorsqu'elle le demande. On nous dit que cette résistance est un trouble. Mais au fur et à mesure, les années de confinement passant, ils s'adaptent. Les parpaings deviennent leur monde. Ils ne connaissent pas le nom des arbres de l'autre côté de la fenêtre. Ils n'ont aucune idée du nom des oiseaux dans les arbres,
Ils ne savent pas si la lune croît ou décroît, si cette baie est comestible ou empoisonnée, si ce champ précède un accouplement ou avertit d'un danger. Un enfant scolarisé doit apprendre ce qu'est un biome et comment utiliser des logarithmes pour calculer la biodiversité. Évidemment, la majorité des enfants n'intègrent pas ces connaissances. La plupart d'entre eux n'a aucun intérêt à apprendre cela et l'oubliera le lendemain du test. Nos normes prétendent que les enfants comprendront les intrications fonctionnelles des écosystèmes, les principes de l'évolution et de l'adaptation. Pourtant, un enfant sur 4 quittera l'école sans savoir que la Terre tourne autour du Soleil. Un enfant laissé libre dans le monde extérieur apprendra sous quelle pierre plate se réfugient les écrevisses, connaîtra les eaux calmes où se reposent les grandes truites et les pentes rocheuses où poussent les baies sauvages. Il apprendra les ondulations des vagues, saura quelles branches pourront supporter son poids, quelles brindilles prendront feu, quelles plantes ont des épines. Un enfant qui sait où trouver des baies sauvages n'oubliera jamais cette information. Une personne non éduquée des hauts plateaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée peut connaître 70 espèces d'oiseaux par leur chant. Un chaman illettré d'Amazonie peut identifier des centaines de plantes médicinales. Un aborigène d'Australie transporte en sa mémoire la carte d'un territoire large de 1600 km, encodé en chant. Nos esprits ont évolué pour emmagasiner une quantité énorme d'informations sur le monde qui nous a vu naître et pour transmettre facilement cette information d'une génération à la suivante. Mais pour connaître le monde, encore faut-il y vivre. En vérité, nous ne savons pas comment enseigner la nature à nos enfants, parce que nous avons nous-mêmes été élevés dans un monde de parpaings. Pour reprendre le vocabulaire des soigneurs animaliers, nous ne sommes pas relâchables. J'ai travaillé dans des centres de sauvetage et de réhabilitation des animaux sauvages. Et s'il y avait une chose que nous savions tous, c'est qu'un jeune animal gardé trop longtemps dans une cage ne serait plus capable de survivre dans le monde sauvage. Souvent, au moment où l'on ouvre la porte de la cage, il aura peur d'en sortir. S'il sort, il ne saura pas quoi faire. Le monde ne lui est plus familier. Il lui est devenu hostile et étranger. C'est ce que nous avons fait à nos enfants. C'est ce que nous avons subi. Une fois que l'on vous a ainsi isolé du monde et que vous avez éteint votre état naturel d'attention ouverte au monde, vous n'apprenez plus grand-chose lorsqu'on vous laisse enfin sortir. Tout est flou, tout vous ennuie. Il arrive que certains de nos enfants ressemblent davantage à des pigeons ou à des écureuils, et que d'autres soient davantage semblables à des ours. Certains s'adaptent aux murs institutionnels que nous érigeons autour d'eux, et d'autres font les 100 pas jusqu'à ce que leurs pattes saignent. Le saignement de ces enfants, si nous prenons la peine d'écouter, nous en dit long sur nous-mêmes. Le petit garçon nous raconte une histoire de forêts pleines d'arbres dans lesquelles on peut grimper, de rivières où l'on peut nager ou pagayer, de prairies ouvertes à traverser en courant. La petite fille qui se laisse lentement mourir de faim nous parle d'une famille ou d'un clan dans lequel le simple fait d'être né offrirait le droit d'être reconnu, sans que l'on doive pour cela être mince ou avoir de bonnes notes. Les enfants qui contre-attaquent, qui provoquent jusqu'à se mettre en danger, nous racontent une histoire de liberté, hors du contrôle de l'autorité, hors des récompenses mesquines et des punitions, hors de la surveillance et de l'évaluation permanente. Les enfants qui tombent dans les drogues nous racontent les sentiments de chaleur, d'énergie, d'intimité, de paix qu'ils ne trouvent pas dans leur vie planifiée, de travail compétitif, acharné et interminable. Nos natures humaines sauvages ont évolué, comme celle de l'ours, pendant des centaines de milliers d'années, dans une harmonie aux intrications complexes avec l'ordre et la beauté de l'infinie précision du cosmos. Il importe peu que nous nous considérions intelligents. Nous sommes une espèce de mammifère, et comme n'importe quelle espèce de mammifère,
nous avons une histoire naturelle, une nature évoluée, une nature sauvage, que nous méprisons à nos risques et périls. Des espèces disparaissent, notre planète se réchauffe, et sous couvert d'éduquer nos enfants pour qu'ils sauvent le monde, nous continuons à détruire leur sauvagerie, en les socialisant loin de la nature et dans la cage que nous avons bâtie autour de l'enfance. Le monde est trop merveilleux pour qu'on lui trouve des substituts, et les plus sauvages de nos enfants, ceux qu'ils doivent mettre sous Ritalin, ceux qu'ils doivent mettre sous Prozac, le savent bien. Ces enfants sont les canaris dans la mine de charbon, ceux qui n'obéiront pas à leur maître, qui ne prendront pas leur place de rouage dans la machine qui détruit la planète. C'est dans la nature sauvage que se trouve la préservation du monde. Il était une fois un tambour à qui le monde des adultes ne plaisait pas.